travailler avec nos tripes et puis on va vous donner des messages de nos expériences et puis on va vous donner aussi de l'émotion, du rire, enfin voilà, on va essayer de faire tout ça. Je vais vous présenter, je ne suis pas toute seule à présenter le spectacle, j'ai une stagiaire en fait, une stagiaire en développement personnel. Elle est avec moi parce qu'elle va apprendre à être inspirante. Alors je vous dis, c'est pas gagné, soyez sympa avec elle. Elle est sympa, bon voilà, mais d'ailleurs elle devrait être là, déjà ça commence bien. Lily. Ah, voilà. Oui. Okay. Ah oui, d'accord. Oui. Ok. Bonjour. Alors Lily, tu vas nous dire pourquoi tu es accoutrée comme ça déjà? Eh ben, tu m'as dit qu'il fallait que je sois aspirante. D'accord, et tu comptes t'inspirer qui et quoi là? Ben, je sais pas moi. Les gens. Ouais, je crois que j'ai compris en fait. Ah oui? Ouais. T'as vu, c'est mon guide. Ok. Ok, donc nous allons recevoir, derrière vous, vous pouvez déjà voir Pascal Casanova, qui elle a un vrai guide. Alors, hop. Donc je vais, hop. La technique, j'adore. J'adore. Première slide. Du coup, tu me fais signe quand tu veux. Hein, voilà, je te laisse. Merci. Elle, c'est Ginny. Elle me suit partout. Enfin non, c'est plutôt moi qui la suis. Dans la rue, elle est mes yeux. Elle me permet d'éviter les obstacles. Et lorsque je lui demande, elle trouve pour moi un arrêt de bus, un passage clouté, une entrée de métro. Et le plus fort, c'est qu'elle a même appris à désobéir si je lui donne un ordre qui peut être dangereux pour nous deux. Vous l'avez compris, je suis malvoyante et Ginny est mon chien guide. Bon, c'est pas un éléphant, c'est plus pratique dans le métro. Et en fait, vous allez me dire, malvoyante, ouais, c'est bien beau, mais qu'est-ce que je vois? D'ailleurs, pas plus tard qu'il y a une demi-heure, on m'a posé la question. Alors, les malvoyants, il y en a plein de sortes différentes. Il n'y en a pas deux qui voient pareil. Donc, je vous mets à l'aise tout de suite. Alors, pour ce qui me concerne, je devine les formes, les couleurs. Mais, par exemple, si j'approche un miroir tout contre mes yeux, c'est pas pour autant que je vais voir la couleur de mes yeux. Ma couleur des yeux, je la connais en théorie, mais je ne la connais pas, en fait. Si dans un couloir, par exemple le bureau, il y a quelqu'un, je croise un collègue, tant qu'il ne parle pas, je ne serai jamais certaine que c'est lui. Ça peut être pratique, vous me direz. Hein. Et si je suis là avec vous aujourd'hui, c'est qu'en plus d'être malvoyante, je suis aussi magicienne. Vous ne me croyez pas? Mais si. Mais ça fait quoi une magicienne, tiens, d'abord? Alors, moi je vais vous dire. D'abord, ça transforme les choses ou les gens. Ensuite, ça fait des trucs a priori impossibles. On est persuadé que ça ne va pas le faire, et pourtant ça marche. Bon. Ok, j'ai pas de balai, pas de baguette et pas de chapeau pointu. Et puis je dois avouer que pour la transformation des objets, je ne suis pas encore tout à fait au point. Mais, il ne faut pas le dire, j'y travaille. Par contre, pour ce qui est de faire des trucs a priori impossibles et de les réussir, ça, je maîtrise. Bah, il faut dire que j'ai commencé très jeune. En fait, je suis née malvoyante, avec en prime une malformation cardiaque, voilà, tant qu'à faire. Et dès 3-4 ans, j'avais des rêves plein la tête. Des rêves de gosse, mais pas seulement. Moi, mon rêve, mon plus grand rêve, c'était de mener une vie normale. Comme tous les gamins de mon âge. Et de faire oublier mon handicap. Pour commencer, il a fallu aller à l'école. Bon, logiquement, j'aurais dû aller dans une classe avec d'autres enfants malvoyants dans un établissement spécialisé. On a reçu mes parents et moi dans un établissement spécialisé, et là, les personnes m'ont dit « Mais attendez, elle capte vite, elle a l'air débrouillarde, on va tenter un truc. On va la faire intégrer l'école de son quartier, une classe avec que des enfants normaux. »
On était alors en 1975 et depuis quelques mois, une loi offrait en France cette possibilité. Autant vous dire que nous n'étions qu'une petite poignée à tenter l'expérience. Et pour cause, le challenge était de taille. Il s'agissait d'arriver à suivre en classe sans jamais voir au tableau. D'ailleurs, je ne voyais pas où était le tableau. Alors, comment faire? Eh bien, pour écrire, on m'a fourni des cahiers à très grosses lignes. Donc, tu peux peut-être envoyer les cahiers très grosses lignes. En fait, c'était des cahiers avec une couverture marron et des espèces de grosses lignes jaunes. Ah non, dommage. Non, mais ça va venir, hein, c'est bon, ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Il me reste encore quelques minutes. Non plus. La prochaine, c'est la bonne, hein, je pense. Voilà. Donc, des cahiers avec des grosses lignes jaunes. Et moi, je devais écrire dans le jaune. Alors, le jaune, ça ne se voit pas là, mais il faisait à peu près 1 cm de haut, même plus. Hein. Pour lire, la maîtresse donnait à mes parents tous les textes qu'elle allait utiliser. Et mes parents recopiaient tout en très grosses lettres. Parce que les photocopieurs agrandisseurs, à l'époque, ça ne se faisait pas. Donc, c'était eux les photocopieurs agrandisseurs manuels. Donc, autant vous dire qu'avec tout cet attirail, là, mes gros cahiers et les grosses lettres de mes parents, mon rêve de normalité, il en prenait un sacré coup. Franchement, moi, mon grand rêve, c'était d'arriver à utiliser les cahiers avec les petites lignes bleues, vous savez, les cahiers avec les jolies couvertures colorées. Mais non, moi je me trimbalais avec des machins là, énormes, cartonnés, avec des autoroutes jaunes dedans. À force de forcer, parce que je n'avais pas dit mon dernier mot, durant l'année de CE2, j'ai réussi à voir ces fameuses petites lignes sur le cahier d'un copain. Et là, c'était magique. Enfin, j'allais pouvoir utiliser des vrais cahiers. Les années passent, je m'accroche vraiment beaucoup, j'essaye de ne pas me démoraliser, et je poursuis des études supérieures. Bon, comme je ne savais pas trop quoi faire et que j'étais pas mauvais élève, mes profs en terminale m'ont envoyé en prépa lettres, Hippocagne et Cannes. Puis ensuite Sciences Po, licence et maîtrise en droit, et puis un DESS, à l'époque ça s'appelait comme ça, donc un Master 2 en gestion d'entreprise. Mais est-ce que je vous ai dit que l'année où j'ai utilisé les cahiers, là, vous savez, avec les petites lignes bleues, en fait c'est aussi l'année où j'ai eu ma 3e étoile en ski. Ouais, je ne vous ai pas dit ça. Mais en fait, c'était un peu normal pour moi, puisque ça faisait 4 ans, donc j'avais 8 ans, ça faisait 4 ans que je suivais la silhouette de mes parents sur les pistes de ski, sans voir ni le relief, ni les obstacles d'ailleurs, un peu comme dans un brouillard. Vous voulez savoir comment on fait pour skier quand on n'y voit rien? Allez, fermez les yeux et je vais vous montrer. Ouais, vous ne croyez pas là, je vous entends, vous nagez, vous ne croyez pas. Fermez les yeux, vous allez voir. Tout le monde a les yeux fermés? Oui. Ok, alors, je m'élance, la piste défile sous mes skis. Un virage à gauche, un virage à droite, un virage à gauche, l'écart des skis s'ancre dans la neige, un virage à droite, un dévers à gauche. Hop, il faut appuyer plus sur le ski gauche pour ne pas déraper. Un dévers à droite, un virage à gauche, et une bosse. Oh, belle affaire. Mes chevilles et mes genoux encaissent ça, mais comme qui rigole. En fait, c'est simple de skier quand on n'y voit pas grand-chose. Il suffit d'avoir de bons réflexes et d'être souple. Bon, ça m'a plutôt pas mal réussi, puisque à 21 ans, j'ai intégré l'équipe de France de ski alpin handisport. Donc après avoir écumé les pistes pyrénéennes, j'ai découvert les pistes beaucoup autrichiennes, hein, puisque c'est les rois du ski, suisses, italiennes, allemandes, espagnoles, et puis même américaines et japonaises, au gré des Coupes du Monde, Championnats du Monde et Jeux paralympiques auxquels j'ai pu participer. Mais vous allez me dire, mais il faut être un peu large pour faire du ski sans voir plus loin que le bout de ses skis. C'est pas faux, j'ai toujours dit d'ailleurs. Hein. Mais en fait, quand je dévalais les pistes à 100 km/h, je n'étais pas seule. Devant moi, un guide donc, me précédait et me donnait toutes les indications à la voix. C'est-à-dire la direction, gauche, droite, tout droit,
le relief, cassure, bosse, compression, et en compétition, les figures du tracé. Vous l'imaginez bien, le guide doit s'adapter en temps réel à ce que fait le skieur derrière lui, ce qui demande une grande concentration pour les deux, une grande précision, parce qu'on en fait du chemin à 100 km/h en une demi-seconde, et une grosse confiance mutuelle. Et ça s'acquiert au fil des saisons. C'est bien beau, me direz-vous, mais et le reste? Ben, le reste, c'était presque encore plus compliqué que de remporter 100 titres sur la scène internationale comme j'ai pu le faire. Le reste, c'est quoi? Ben, c'est gérer les galères du quotidien. Lesquelles? Ben, par exemple, trouver un lieu qu'on ne connaît pas, sans pouvoir lire ni un plan, ni les noms de rues. Alors je vous arrête tout de suite, hein, contrairement à une rumeur ou une croyance assez répandue, le chien guide n'est pas un GPS. J'ai essayé, ça ne marche pas. Voilà. Au mieux, il vous amènera au parc qui n'est pas trop loin, mais sinon, pour le reste, c'est nous qui donnons les indications. Donc, ben voilà, se repérer dans une ville, chercher une adresse, ça peut être aussi retirer de l'argent à un distributeur automatique de billets. Je ne sais pas, ils font un concours, il n'y a pas deux banques qui ont le même écran. Donc impossible de mémoriser dans quel ordre papier où, on oublie. Ça peut être aussi tout simplement faire ses courses à la supérette du coin. Alors le supermarché, je ne vous en parle même pas. Mais voilà. Donc tout ça, ça fait que lorsqu'on est une personne handicapée, lorsqu'on veut être un citoyen à part entière, ben, il faut vraiment s'accrocher et il faut avoir beaucoup d'imagination et de patience aussi. Et surtout, non plus, ça c'est aussi le projet.